Il existe sur notre planète un pays béni par la nature. Un pays où les terres riches, fertiles et bien arrosées ont donné naissance à une vie sauvage exceptionnelle. Ce pays, c'est le vôtre, et vous allez le découvrir comme vous ne l'avez jamais vu. Que regarde ce grand cerf alors qu'un nouveau jour se lève? Un territoire doué d'une nature prodigieuse. Un pays qui, par sa diversité, a attiré des hommes depuis des millénaires, la France. Les animaux qui peuplent nos contrées ont de fabuleuses aventures à nous raconter. Ils vivent là, tout proche de nous, à l'abri de nos regards. Mais ils ne sont pas dans un autre monde. Des hommes et des femmes partagent leur vie. Ils luttent pour survivre, se battent et se réconcilient. Ils se choisissent pour donner la vie et déploient des efforts immenses pour élever leurs petits. Ils se métamorphosent et acquièrent des pouvoirs insoupçonnés. Ils voyagent et traversent de longues distances au-dessus de nos têtes. Des hommes les protègent, d'autres les soignent. Certains même font alliance avec eux. Des cimes des plus hautes montagnes jusqu'aux rives de nos océans, voici les secrets de ce monde sauvage qui nous entoure. Les destins étonnants de nos voisins méconnus et des hommes qui vivent à leur contact. Un grand voyage dans ce pays secret qui est le nôtre, le plus beau pays du monde. Notre histoire commence dans un milieu extrême, la haute montagne. À première vue, tout semble calme, mais à y regarder de plus près, c'est une zone de survie. Les animaux et les plantes se livrent à une véritable course contre le temps, une lutte contre l'hiver et sa rudesse. Pour s'y adapter, la vie a inventé d'incroyables évolutions. Ici, on s'habille d'une couche de graisse et d'une fourrure capable de résister au froid polaire. On dort pendant 6 mois en abaissant son rythme cardiaque à 1 pulsation par minute et en baissant sa température à 4 degrés. Pour profiter du soleil le plus longtemps possible, les plantes commencent à fleurir sous la neige. Et quand arrive le printemps, tout le monde sort de son refuge. Nous sommes dans la chaîne des Pyrénées. C'est là que vit l'animal le plus puissant du continent. L'ours brun est une force de la nature. Dès les beaux jours, ce grand solitaire a un besoin vital, dévorer tout ce qu'il trouve. Il n'a rien mangé depuis des mois et perdu 1/3 de son poids pendant l'hiver. Le plantigrade ne voit pas très bien, mais il dispose d'un nez prodigieux. Il est capable de sentir une nourriture à 10 km de distance. Son odorat a repéré un mouflon mort au-delà des cimes. Pour satisfaire son appétit, l'ours est capable de parcourir des kilomètres chaque jour. C'est un marathonien des montagnes. Au printemps, son régime recommande abondance de protéines. Le mouflon sera idéal. Ce n'est pas le moment de penser à autre chose. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Une petite pause vers de terre ne fera pas de mal. Pas de quoi reconstituer ses réserves de graisse, mais tellement succulent. C'est reparti. Direction le mouflon. Le régime protéiné, d'accord. Mais il y a aussi les fruits.
Les vitamines des fruits, c'est bon pour la santé. Maintenant, le gibier, on ne s'arrête plus. Et les fourmis? C'est des protéines. Le problème avec les fourmis, c'est que ça gratte. Ça se glisse sous les poils. Tiens, il y a bien quelques termites sous l'écorce. Ah non, mais ça gratte trop. Ben voilà, on voulait juste se nettoyer et une truite vous passe entre les pattes. Là, c'est de la provocation. Et puis la chair douce est pleine de calcium du poisson, c'est bon pour les os. Mais qu'est-ce que c'est? Alors les framboises, désolé. Impossible de résister. La technique est un peu fastidieuse, mais chaque bouchée mérite d'être appréciée. Notre gourmet essaime dans les montagnes les graines qu'il a ingérées. Il participe à la biodiversité, sans le savoir. L'ours vit dans nos montagnes depuis 250 000 ans et il a bien failli disparaître au XXIe siècle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à le réintroduire. Les mammifères représentent un tiers de la nourriture d'un ours. Et s'il arrive que celui-ci s'attaque au troupeau des hommes, c'est parce qu'ils sont faciles à attraper et que l'ours ne sait pas que c'est une viande réservée. Les anciens racontaient aux enfants que si l'on rencontrait un ours, il fallait lui parler poliment, car il a le don de comprendre les hommes. Si vous en croisez un, restez calme, ne courez pas et allez-vous-en tranquillement. Sur notre flanc est se dressent les Alpes, un arc montagneux de 1200 km, un colosse qui orchestre notre climat et garde, pour nous, les réserves d'eau qui irriguent nos plaines. Nous sommes dans le parc national des Écrins, 150 sommets dépassant 3000 mètres d'altitude et 10 000 hectares de glaciers. Ce territoire est le royaume d'un animal de légende, l'aigle royal. Pour préserver cet écosystème, des hommes ont décidé d'y consacrer leur vie. Parmi eux, il en est un qui arpente ces montagnes depuis son enfance. Christian Couloumi est passionné par tout ce qui vit ici. Mais l'aigle royal a conquis son cœur. Chaque année, il recommence sa traque. Trouver leur nid, connaître le nombre de petits et être sûr qu'ils ont autour d'eux toutes les conditions qui leur permettent de survivre et de continuer à peupler nos cieux. Les premiers éleveurs se sont installés sur ces montagnes il y a 5000 ans. L'aigle y vit depuis 300 000 ans. C'est un oiseau terriblement jaloux du territoire qu'il occupe. Si un autre aigle pénètre chez lui, il l'agresse. C'est un combat sans merci. Il est capable de tuer. Dans son ascension, Christian traverse de nombreux milieux très différents. Du fond de la vallée jusqu'au glacier, c'est comme si l'on voyageait de la Provence au cercle polaire. À chaque étage, ces plantes, ces animaux. 3 km de dénivelé qui révèlent autant de diversité que 3000 km sur la planète. Leur seul lien, c'est cette eau que la montagne propulse dans les vallées. En suivant les torrents, il a découvert un tout petit oiseau qui a développé des facultés uniques au monde.
Le cincle plongeur se nourrit de petits mollusques aquatiques qui vivent au fond des rivières. Aussi étrange que cela puisse paraître, il est capable de plonger dans l'eau glaciale. Aucun autre oiseau ne sait comme lui se mouvoir sous l'eau. Il nage avec ses ailes. Pour nourrir ses petits, il plonge jusqu'à 2 mètres de profondeur et reste plus de 15 secondes en apnée totale. Et cela plusieurs fois par jour. L'étage montagnard où vivent les hommes s'arrête ici. À partir de 1600 mètres, un nouveau monde commence. La grande forêt de conifères, les mélèzes, les sapins, les épicéas, un milieu semblable à la grande taïga de Sibérie. À la lisière de la forêt, l'aigle aime fabriquer son nid. Mais trouver son refuge n'est pas gagné d'avance, car le grand oiseau est extrêmement discret. Et surtout rester à distance, car l'animal a beau être fort et puissant, il a peur de nous. Le roi est farouche. C'est plus haut que se situe son territoire de chasse, là où les arbres se raréfient, où le milieu s'ouvre à ses yeux perçants, où l'herbe devient reine. Quand on sort de la forêt, on franchit ce que Christian appelle la zone de combat. Les arbres jettent leurs branches par terre, ils n'en peuvent plus. Il y a de la douleur dans ceux qui tentent l'aventure. La pelouse alpine prend le relais, un milieu qui ressemble à la toundra du Grand Nord. Depuis la préhistoire et pour fuir nos ancêtres chasseurs, la marmotte s'est réfugiée dans ces prairies d'altitude. Pour se livrer librement à leurs activités quotidiennes, elles ont mis au point un système de surveillance collective. Des sentinelles se relaient sur le territoire de la colonie. Ainsi, elles peuvent en toute sérénité élever leurs marmottons et passer du temps à jouer et à vivre ensemble. Et encore plus étonnant, elles ont un langage. Elles peuvent à distance indiquer aux autres la nature et la proximité d'un danger. Le sifflement répété signifie « Le danger approche, soyez sur vos gardes ». Le sifflement bref « Tout le monde aux abris ». Depuis le temps que Christian l'observe, le rapace s'est habitué à sa présence. Et parfois, un miracle se produit. L'aigle a une vue 8 fois supérieure à celle de l'homme et un champ de vision de 300 degrés. Rien ne lui échappe. L'aigle prend de l'altitude pour choisir sa proie. C'est la dure loi de la nature. Mais sans marmotte, il n'y aurait peut-être plus d'aigle. Dernière étape de cette ascension, les sommets. Sur ces pentes vertigineuses, on entend parfois rouler des pierres. Ce sont les chamois.
Leur refuge à eux, c'est la verticale. Les neiges éternelles et le glacier, comme au cercle polaire. On pourrait croire qu'ici, plus aucune vie ne résiste aux éléments, mais on se trompe. Normalement, la neige est blanche, mais au printemps, elle peut également être rose. C'est une algue qui prospère sur la neige. Et de quoi se nourrit-elle? D'eau. Ces particules microscopiques colorent la neige. C'est le sang des glaciers. Plus au sud des Alpes, le massif du Mercantour. Ces jours-ci, un événement d'importance s'est produit dans les entrailles de la Terre. Au premier jour d'avril, une naissance a été annoncée. 2 frères sont nés dans une tanière profonde et obscure. Ce louveteau a 3 semaines, et c'est la première fois qu'il voit la lumière. Poussés par la curiosité, par les odeurs et les sons qui parviennent jusqu'à eux, les 2 frères ont soif d'aventure. Sortir et découvrir le monde d'en haut. Leur mère n'est pas là. La voilà. Il n'aurait peut-être pas dû sortir. Ils ne savent pas encore qu'ils sont des prédateurs redoutables. Comme leur mère, ils ne comprendront jamais que les troupeaux de moutons leur sont interdits, qu'ils font peur aux enfants sans raison, et que certains aimeraient qu'ils ne rôdent plus sur les terres de notre beau pays. Mais malgré la crainte qu'ils inspirent, la loi les protège. Des plus hauts pics jusqu'aux falaises inaccessibles, la vie invente partout des stratagèmes. C'est le cas dans les apics des gorges du Verdon. Qui pourrait survivre sur ces parois verticales? Ici, il faut défier les lois de la gravité pour se déplacer. Il existe pourtant un animal étonnant, rare et très peu connu, un funambule qui a su trouver l'équilibre parfait. L'oiseau papillon. Cette vie verticale est la passion de Arnaud Petit et de Stéphanie Baudet. Ils sont champions d'Europe d'escalade en difficulté. Au cours de leur ascension, ils croisent de nombreuses vies. Des petites fleurs arrivées ici comme par magie, ou ce très vieux genévrier de Phénicie. Il a plus de 1000 ans et fait pousser ses racines très loin au fond de la pierre. Mais leur maître en la matière, celui qui les fascine le plus, c'est cet oiseau papillon qu'on appelle aussi le ticodrome. Il tient à la verticale grâce à la morphologie de ses pattes. Il a de grands pieds, avec des griffes solides et très recourbées, et des pouces orientés vers le bas.
On l'appelle l'oiseau papillon parce qu'il arpente les falaises en entr'ouvrant ses ailes par saccades. Ses grandes ailes larges lui permettent de tirer avantage des courants ascendants et d'atteindre les hauteurs avec un minimum d'effort. Égaler sa légèreté est pour eux un défi. Mais le défi a ses limites. Arnaud et Stéphanie aiment dormir au-dessus du vide. S'endormir sur les falaises, c'est suspendre un moment le passage du temps. Au nord-est de la France s'étend une région surprenante. Des plaines d'Alsace à la grande chaîne des Vosges, des trésors sont à portée de main. En automne, les oies arrivent du nord de l'Europe et traversent la France pour passer l'hiver dans les climats du sud. Depuis des millénaires, les parents guident leurs enfants de l'année sur les routes du ciel. Cette famille est composée d'un père, d'une mère et de leurs 6 enfants. Le père ou la mère vole en tête, et quand l'un d'eux fatigue, l'autre le relaie. Leurs 6 enfants les suivent car ils font le voyage pour la première fois. Ils se calent dans le sillage et obéissent au moindre mouvement de leurs aînés. Les jeunes profitent de l'aspiration comme des coureurs dans un peloton. Le couple de parents n'est pas issu de la même espèce. La mère est une oie des neiges alors que le père est une oie cendrée. Leurs enfants sont donc métissés. Certains ont le bec jaune de leur père, d'autres le bec rose de leur mère. Cette année, tout ne se passe pas comme prévu. Une jeune femelle donne du fil à retordre à ses parents. Elle passe son temps à faire des acrobaties inutiles, alors qu'elle devrait économiser son énergie. Cette jeune oie ne veut rien faire comme les autres. Toujours à la traîne, jamais dans le rang, son comportement sème la pagaille dans le groupe. Souvent, maman doit décrocher pour la ramener dans le droit chemin. Les parents voyagent grâce à des repères visuels, les fleuves, les montagnes et même parfois nos routes. Ce soir, ils ont décidé de faire escale au lac de Crute. Évidemment, la jeune rebelle en profite pour faire son original. La famille passera la nuit sur les berges du lac. Nos oies sont déjà réveillées depuis l'aube, mais il est encore trop tôt pour voler. Attendre que la brume se dissipe.
Fidèle à son habitude, la jeune insouciante est partie toute seule explorer les environs. Elle n'a pas conscience du danger. La famille est prête à partir. Le père est confiant et donne le signal du départ. Les rayons du soleil sont assez puissants pour créer des vents ascendants qui les porteront. Mais à l'autre bout du lac, Mademoiselle l'Original est en train de se rendre compte qu'elle n'entend plus les cris de sa famille. Ils sont partis en la laissant toute seule. Que faire? Les jeunes oies n'ont pas l'instinct de la migration. Sans leurs parents pour les guider, elles ne savent pas où aller. Suivre l'eau, monter dans les cieux et espérer les voir. Appeler sa mère en espérant que ses cris lui parviennent. Cap sud-ouest. La famille est repartie pour une longue journée d'efforts. Traverser les plaines, puis franchir un massif montagneux. 300 km à parcourir dans la journée. Mais la mère vient de se rendre compte qu'elle a oublié sa fille. Il faut la retrouver immédiatement. Pendant qu'elle retourne vers le lac, le père continue la route avec ses enfants. Il va ralentir la marche. Il sait que sa compagne saura les rejoindre. La mère scrute chaque recoin du paysage. La voilà. D'un coup d'aile, la mère et la fille se retrouvent. La mère entraîne sa fille dans son sillage. Redoubler d'efforts pour essayer de les rejoindre avant la nuit. Ils sont là-bas. La jeune rebelle a-t-elle appris la leçon? Chez les oies, les parents sont extraordinairement patients et confiants. Ils n'abandonnent jamais la partie avec leurs enfants. En Alsace, les plaines sont riches et fertiles. Les hommes se sont installés il y a bien longtemps sur les bords du Rhin et ils ont cultivé ces coteaux. Juste au-dessus de ces villages médiévaux se dresse un massif de moyenne montagne, les Vosges. Une flore somptueuse transforme ce relief en forêt magique. Ici, hêtres, chênes, épicéas et sapins poussent en abondance. Alors ils rivalisent entre eux par leur taille, et certains centenaires peuvent atteindre 50 mètres de haut. Un habitat riche et protecteur pour une faune nombreuse qui profite des largesses de cette forêt. Dans ces forêts vit un autre glouton. Plus discret que l'ours, mais tout aussi énergique, le blaireau est le plus casanier des mammifères. Ici vit Madame Blaireau. Sa vie est organisée à la minute près. Réveil à 7 heures. Petite commission derrière le gros arbre à 7h05. Petit déjeuner à 7h10. Toilette à 7h15. Et tour du propriétaire jusqu'à 8h.
Son emploi du temps ne souffre généralement aucun changement, mais aujourd'hui, un projet d'importance est venu perturber ses habitudes. Ce matin, elle éprouve le besoin pressant de fonder une famille. Trouver un monsieur Blaireau est donc indispensable, et elle sait, car elle a déjà senti des odeurs qui ne trompent pas, où trouver un beau mâle reproducteur. Mais avant d'aller choisir l'heureux élu, Madame Blaireau doit chercher un domicile pour sa future famille. Comme tout blaireau qui se respecte, elle doit se doter d'un logement comportant une entrée principale et plusieurs sorties secondaires. Le plus important est d'abord de trouver le terrain qui convient. Alors on creuse. Le terrain est trop meuble. Allons voir ailleurs. Pardon, madame. Ici, c'est bien. Non, finalement, c'est pas bien. Et là? Bof, pas terrible. Ah, voilà le bon endroit. Belle hauteur sous plafond, poutre apparente. L'avantage, c'est qu'un renard a déjà fait une bonne partie du travail. Ici, on sera bien. Et Monsieur Blaireau m'aidera pour les finitions. Madame Blaireau sait que de l'autre côté du lac résident quelques mâles de bonne famille. Le tout est de ne pas se laisser abuser par un blaireau volage. Il arrive en effet que certains mâles acceptent l'invitation et partent au moment des naissances des blaireautins. Madame Blaireau dispose d'un nez qui ne trompe pas. Un mâle a laissé ici l'odeur de son passage. Où se cache-t-il ? Dans un monde fait de galeries et de labyrinthes, on peut se chercher des semaines sans se trouver. Le voilà. En plus, il a l'air travailleur. C'est bon signe. Il est d'accord. Madame Blaireau est contente. Non, la maison, c'est de l'autre côté du lac, par ici, Monsieur Blaireau. Monsieur et Madame Blaireau vont pouvoir maintenant aménager leur domicile conjugal. Pour cela, ils devront charrier 40 tonnes de terre afin d'aménager des galeries sur plusieurs étages. Ils auront bientôt 5 blaireautins qui devront se lever à 7 h, faire leur commission à 7 h 05, prendre leur petit déjeuner à 7 h 10, faire leur toilette à 7 h 15, faire le... En descendant vers les plaines du centre de la France, des milliers d'hectares de nature enveloppent les espaces où vivent les hommes. Aux portes de Paris, il est une forêt dont la beauté et la singularité ont attiré depuis des siècles les souverains de France. Fontainebleau, forêt royale. Depuis 1500 ans, les rois de France l'ont protégée. Dans ces futaies de chênes, ces landes et ces déserts de sable, dans ces massifs rocheux aux formes insaisissables, les souverains du monde se sont retrouvés pour de grandes chevauchées. Les chiens ont parcouru 1000 fois les sous-bois de cette forêt féerique. Dans cette forêt, une incroyable histoire se perpétue depuis la nuit des temps. Une histoire de complicité et de rivalité entre deux rois. Il est fréquent d'entendre parler de serfs inséparables. Par affinité, 2 serfs peuvent passer toute leur vie ensemble. C'est le cas de ces 10 corps royaux. Les 2 amis ont 7 ans et se côtoient depuis leur naissance. Leur vie est faite d'une entraide singulière. Le premier est craintif, un cerf profondément inquiet qui passe son temps à l'affût des dangers.
alors que le second est insouciant et parfois imprudent. Il faut dire que les oreilles du craintif entendent le moindre craquement à 300 mètres à la ronde. En revanche, l'insouciant a une qualité qu'il cultive à la perfection, son nez. Il sait en toute saison trouver les meilleurs aliments, la feuille du saule et le lierre tendre. On comprend pourquoi ces deux-là font la paire. Ils se préviennent des dangers, mais aussi des gourmandises qu'ils trouvent. Ils sont associés en tout et ne se quittent jamais du regard. Les cerfs ont un territoire qu'ils connaissent par cœur et des réseaux de sentiers qu'ils empruntent toute leur vie et qui croisent nos chemins. Des voies qui se transmettent de biche en cerf de génération en génération. Depuis des millénaires, le cerf a été chassé par le loup. Pour échapper aux meutes redoutablement organisées, il a développé de nombreuses ruses. Aujourd'hui, même si les loups repeuplent la France, le danger vient plus souvent de leurs descendants, les chiens. Mais les ruses pour leur échapper sont les mêmes. Distancer la meute le plus vite possible, mais surtout faire disparaître son odeur que les chiens peuvent suivre pendant des heures. Passer dans des terrains secs qui retiennent moins l'odeur. Entrer dans l'eau et s'y cacher, s'y camoufler. L'odeur s'étale sur l'eau et devient imprécise. Les museaux affûtés des chiens perdent le chemin de leur proie. Les cerfs ont échappé à la meute. L'insouciant est calme, mais le stress du craintif persiste. Et là encore, les deux animaux s'entraident. Quand le moment de se reposer arrive, trouvez une cache bien protégée à l'abri des regards indiscrets. Ils passent tout l'hiver, le printemps et l'été ensemble. Mais à la fin de la belle saison, arrive le moment fatidique où leur histoire bascule soudainement. Nous sommes en automne. Leurs bois ont perdu leur velours, leur poil a poussé et s'est noirci. Une hormone s'est multipliée par 1000 à l'intérieur de leur corps, la testostérone. Du coup, ils ne pensent qu'à une seule chose, les biches. Ils approchent la harde chacun de leur côté. L'un par la plaine, l'autre par l'eau.
tester son pouvoir de séduction, se mêler aux biches pour sentir leurs effluves. Le brame stimule l'ovulation qui va déclencher leur chaleur. Désormais, le partage est impossible. Le craintif n'a plus peur de rien. La complicité est oubliée. Forcer l'autre à abandonner la lutte devant les biches. Elles attendent le verdict. Le craintif est le plus fort. Son dernier brame sonne comme un cri de victoire. L'insouciant doit s'incliner. Les biches resteront autour de leur vainqueur. Il les couvrira pendant 1 mois et empêchera tout nouveau prétendant de venir les séduire. L'insouciant restera seul. Mais quand arriveront les premiers froids de l'hiver, comme si de rien n'était, les 2 compères se retrouveront pour partager une nouvelle saison à 2. Les animaux sauvages vivent à nos côtés depuis des millénaires. Ils ont dû s'adapter à notre présence et à nos activités. Il en est des dangereuses, mais aussi des bienfaitrices. Nombreux sont ceux qui passent entre les mains de Marie Barbancé. Depuis sa tendre enfance où elle a découvert son don, Marie vient en aide aux animaux. Sa réputation a franchi les limites de son canton et dès qu'on repère une bête en difficulté, c'est elle qu'on appelle. Les blessures les plus fréquentes proviennent des accidents avec les voitures. Il y a les petits tombés des nids pour des raisons diverses et aussi parfois la chasse. Au printemps, c'est plus de 120 espèces qu'elle accueille dans sa maison, allant même jusqu'à donner plus de 70 biberons par jour. Le dilemme de Marie, c'est qu'elle doit donner de l'affection à ses animaux convalescents. Mais donner de l'affection, c'est aussi les habituer à la présence de l'homme. Il ne faut pas trop en faire, d'autant qu'on s'attache à eux. Elle est comme une mère de substitution. Et avec chaque animal, une relation maternelle se crée. Les soins qu'elle donne aux moineaux sont les mêmes pour tous les petits. De la chaleur, de la constance et une attention permanente. Les chouettes chevêches sont ces petites coquines. Avec leurs yeux d'or et leurs regards grognons, elles aiment jouer à cache-cache avec Marie. Des jeux qui créent une connivence. La plupart de ces animaux savent l'appeler quand ils ont besoin d'elle. En sa présence, leur crainte innée s'évanouit et curieusement, proie et prédateurs font la paix.
Selon elle, ils sont sensibles à ces encouragements. Le simple fait de leur dire « Allez, accroche-toi, vas-y, fais-moi plaisir », donne des forces aux malades. Les bêtes sont comme nous, dit-elle. Si on les encourage, si on les aime, si on les motive, ils vont faire l'effort. Elle pense même que beaucoup guérissent juste pour lui faire plaisir. Mais elle ne veut pas qu'ils s'attachent trop à elle et oublient leurs réflexes sauvages. Quand un animal a recouvré la santé, Marie prend son courage à deux mains. Rendre la liberté n'est jamais facile. Marie part un peu avec lui. Leur donner la liberté, c'est son trésor à elle. Sur la façade atlantique, au cœur de la région Poitou-Charentes, existe un territoire unique en son genre, le Marais Poitevin. Un espace naturel façonné par l'homme. 100 000 hectares de terres inondées que des générations ont modelées, sculptées. Aujourd'hui, ces espaces où se marient l'eau de mer et l'eau douce sont devenus un fabuleux écosystème où s'épanouit la vie sauvage. Julien Leguet parcourt le Marais depuis sa petite enfance et il en connaît tous les secrets. Oyez, oyez, citoyens du monde! Julien est la mémoire de ce territoire. Sa passion, c'est de le raconter comme les crieurs d'autrefois. Ce conteur porte la parole du Marais à tous ceux qui veulent se laisser charmer par les histoires envoûtantes de ces lieux. Il nous guide dans ses méandres, à la découverte des incroyables histoires sauvages qui le peuplent. Une partie du Marais reste en eau toute l'année, la roselière. En mai, toutes les créatures mettent au monde une génération foisonnante. Mais il en existe une qui, pour venir au monde, opère une transformation digne des plus grandes histoires de science-fiction. La libellule se métamorphose. La petite larve a passé plus d'1 an sous l'eau. Sa périlleuse transformation est pour cette nuit. Trouver un point en hauteur. Ce soir, elle change de vie. La vilaine larve aquatique va devenir la somptueuse Anax imperator. La libération peut commencer. Aspirer l'air et gonfler son nouveau corps. Son thorax brise l'enveloppe. S'extraire de cette prison. Les nouvelles pattes sortent facilement, mais elle ne peut pas encore les utiliser, elles sont trop molles. Ne pas tomber maintenant. Attendre que les pattes durcissent. La mutante est maintenant dans un état de vulnérabilité totale. Ça y est, ses pattes sont prêtes. Elles vont pouvoir s'agripper à son ancienne tête. Extraire son abdomen, sortir définitivement de cette peau. La jeune libellule déploie son nouveau corps. Les ailes se déroulent, humides et molles.
Surtout ne pas faire de mouvement qui pourrait attirer la curiosité d'un prédateur. Le moment est critique. Et soudain, le miracle. La voilure se déploie et ne se refermera jamais. Au petit matin, elle est fin prête. La belle anax muscle ses ailes et prend sa belle parure. 4 ailes indépendantes sur un corps parfaitement aérodynamique. La petite larve aquatique qui est sortie de l'eau hier soir est devenue une des créatures volantes les plus sophistiquées de la création. Aucune machine n'approche la perfection et la dextérité de la libellule en vol. Bientôt, elle trouvera un partenaire. Le grand cycle pourra alors recommencer. Quand les hommes sont arrivés ici à la préhistoire, l'endroit était un immense marécage envahi d'insectes. Au XIIe siècle, des communautés de moines bénédictins s'y installent et entreprennent des travaux gigantesques pour assécher le marais. Ils construisent des digues pour empêcher l'eau de mer de remonter. Ils creusent des canaux pour évacuer l'eau de pluie et libèrent ainsi des terres d'une fertilité inouïe. L'agriculture et l'élevage prospèrent et donnent à ces terres hostiles une richesse inimaginable. Dans une partie du marais, Julien connaît un endroit laissé en friche par les hommes et dont les animaux se sont emparés. Les frênes têtards, ces arbres qui servaient au bois de chauffage, ont été abandonnés. Ils se sont déployés et ont donné lieu à un espace merveilleux. C'est un lieu secret. On ne peut le voir que du ciel. Une forêt qui au printemps bruisse de 1000 cris d'enfants. Une pouponnière pour le peuple des hérons, la héronnière. Mais si c'est un paradis pour certains, il est aussi le lieu d'une tragédie pour d'autres. Ces oisillons ont 3 semaines et leur appétit n'a pas de limite. Leurs parents passent leur journée à aller leur chercher à manger. Mais déjà quelque chose ne va pas. Un des 3 petits reste en retrait pendant que les 2 autres dévorent tout ce que leur mère régurgite. Il a pourtant faim, lui aussi. D'habitude, les adultes se relaient toutes les 3 ou 4 heures. Mais le mâle de cette famille a disparu. Et la mère est contrainte à effectuer un balai incessant pour les nourrir. Elle doit voler jusqu'à 30 km pour trouver des lieux poissonneux. Dans le marais, la concurrence est rude. Elle n'est pas la seule à pêcher pour 4. La mère redouble d'efforts pour ses 3 petits. Mais une lutte entre frères a déjà commencé. Les 2 plus forts se sont ligués contre le plus faible. Plus frêle et moins vif, il est toujours celui qui mange les restes. Mais il n'y a plus de restes. Un seul parent ne peut pas les nourrir tous les 3. Par instinct, ils attaquent maintenant leur petit frère. Il ne s'agit pas là d'une simple rivalité, mais d'une lutte fratricide. Le plus faible des 3 va mourir, pour que les 2 autres vivent. La mère n'y pourra rien. C'est la loi. Impitoyable. C'est du ciel que l'on peut le mieux appréhender la complexité de cette région.
le marais Poitevin est un véritable labyrinthe de canaux se multipliant à l'infini. Il draine l'eau vers la mer. Ce réseau de terre vascularisée agit comme un filtre sur l'eau qui descend du centre du pays. Le marais capte ces alluvions, la traite et libère dans la mer une eau propre et saine. Ces eaux de qualité sont une aubaine pour la reproduction des espèces. Nombreux sont les oiseaux qui viennent nicher ici pour pondre leurs œufs. Mais nos campagnes pullulent de prédateurs de toutes sortes. Franck Ibanez est un de ceux-là. Sa passion consiste à trouver en quelques jours le plus grand nombre d'oisillons, mais un prédateur bienveillant pour ses proies. Il faut qu'il grandisse. Bon voyage ensuite. En mission pour le Muséum d'histoire naturelle, Franck donne une carte d'identité à tous les jeunes oiseaux qu'il parvient à trouver. Il parcourt le marais du matin au soir, cherchant dans ces paysages les endroits les mieux dissimulés. Il cherche aussi à protéger ceux qui se mettent en danger sans le savoir. Le hibou des marais niche au sol et cette habitude lui est souvent fatale, car il ne sait distinguer les hautes herbes d'un champ cultivé. Ce hibou est menacé d'extinction et la démarche de Franck consiste à alerter les agriculteurs. Sous leurs pieds gît un trésor qui est à eux. Il leur demande de prendre ce trésor sous leurs ailes, pour qu'ils fassent attention au moment de la fauche de ne pas couper les oiseaux en rondelles. Cette connaissance et cet amour du vivant permet à chacun d'entre nous d'être capable de préserver ce qui est à ses côtés. De plus en plus d'espèces d'oiseaux vivent de nos jours proches de l'homme, parce que dans notre environnement, il y a moins de prédateurs naturels. Sans le savoir, nous leur offrons une protection. Le chouca est un petit oiseau malicieux dont Franck adore l'odeur délicate. Pour lui, sentir le parfum d'un oiseau, c'est une façon de le capturer tout en lui laissant sa liberté. Grâce à des hommes comme Franck, des millions d'oiseaux sont identifiés chaque année. Ces travaux permettent de suivre leur évolution, leur parcours migratoire et surtout d'intervenir quand une épidémie s'installe. Julien, lui, n'a pas fini de nous surprendre. Quand la nuit tombe sur le marais, d'autres créatures s'éveillent et partent en chasse. Les grands rhinolophes sont une des nombreuses espèces de chauves-souris qui peuplent nos contrées. Mais pour l'une d'entre elles, la chasse ne va pas durer. Elle doit vite rentrer là où niche la colonie, car le moment est venu. Ce soir, elle va donner naissance à son premier enfant. Comme les hirondelles, les chauves-souris vivent sous les toits construits par les hommes. Les rhinolophes préfèrent vivre en essaim, mais notre maman trouve un endroit à l'écart. C'est dans la discrétion qu'elle va donner la vie. Les contractions commencent. Sortir la tête d'abord. En le léchant, elle lui libère les oreilles qui étaient collées sur la tête. Il est libre.
Il descend naturellement sur le ventre de sa mère et cherche ses tétines. Avec ses ailes, elle l'enveloppe et le protège d'une éventuelle chute. Elle l'allaitera pendant 1 mois. Il pourra ensuite voler et se nourrir tout seul. Au milieu de la France, le Massif central, ces anciens volcans érodés par le temps. Plus au sud, les Cévennes et son incroyable diversité nous tendent les bras. En descendant des montagnes granitiques, les rivières ont raviné cette région calcaire. Au fil du temps, l'eau a creusé des gorges profondes de centaines de mètres. Sur les falaises revit depuis quelques années un animal extraordinaire par le rôle qu'il joue dans nos écosystèmes, le vautour fauve. Il vit en colonie et dépend des performances du groupe. Le vautour a mis en place une stratégie collective pour trouver ses proies. Un procédé sophistiqué qui se répète chaque jour. Il est 6 heures. Le soleil ne pénètre pas encore dans les profondeurs des gorges. Tant que le soleil ne chauffe pas, le vautour ne peut voler. Malgré la faim, pas question de bouger. Ça y est, l'air va pouvoir les porter. C'est bon, ça vole. Telle une escadrille, des dizaines de vautours s'élancent. Ils prennent de l'altitude en s'appuyant sur les courants chauds. Ils vont maintenant faire preuve d'un comportement incroyable. Se répartir le territoire. Les grands oiseaux prennent leur position sur des kilomètres. Ils observent le sol mais ne quittent jamais des yeux leurs congénères et il y a une raison à cela. Si l'un d'entre eux aperçoit une proie, il plonge aussitôt. Les autres n'ont pas vu la proie, mais ils ont remarqué son absence. Et si un seul d'entre eux manque dans le ciel, c'est qu'il y a quelque chose à manger en bas. En quelques secondes, toute la colonie se retrouve autour du festin. Le travail d'un seul bénéficie à tout le monde. Le partage est nécessaire. C'est le prix à payer pour la survie de la colonie. Chacun va maintenant rejoindre son nid et apporter à ses petits sa part du butin. Le formidable travail des vautours débarrasse la nature des cadavres, de leur pollution bactériologique et empêche ainsi la contamination des nappes phréatiques. Grâce à eux, ces terres sont aujourd'hui saines et propres et tous leurs habitants en tirent un grand bien-être. Au nord des Cévennes, la Lozère et ses hauts plateaux battus par les vents. Dans cette région, les protestants se sont réfugiés pour échapper au massacre des grandes guerres de religion. Ici, on s'est battu pour la foi. Des forts de granit, comme celui de Malzieu, ont été plusieurs fois détruits et maintes fois reconstruits. Cette nature austère est pourtant celle où naissent le plus grand nombre de rivières. Une des plus célèbres rivières des Cévennes prend sa source sur le mont Lozère, le Tarn. C'est aux premières chaleurs du printemps qu'elle est au summum de sa puissance.
Éric de Guill est champion du monde de kayak extrême et il veut la défier quand elle est à l'apogée de sa dangerosité. Mais avant de se mesurer à ses forces, Éric essaye de prendre son pouls, de sentir ses courants. Il veut s'y fondre, aller au bout des limites qu'elle lui laissera franchir. L'homme sait qu'il ne peut pas se battre contre sa puissance. L'erreur est interdite. La force des flots pourrait le broyer, le fracasser et le noyer. Éric subit des pressions extrêmes et c'est souvent dans ces moments qu'une grande plénitude l'envahit. Sur cette rivière, sa passion est née. Et depuis, à chaque printemps, il lui rend hommage. Les rivières traversent et nourrissent nos paysages comme le sang de nos veines nourrit notre corps. Elles sont nos trésors. Les rivières de France attirent à nouveau une sirène un temps disparue, la loutre. Des narines capables de s'obturer sous l'eau, des yeux qui changent de forme pour s'adapter aux différences de diffraction, un corps fuselé, de puissantes pattes palmées et des vibrisses qui lui permettent de détecter le moindre mouvement d'une proie sous l'eau. La loutre est un être doué de 1000 pouvoirs. Mais la beauté attire aussi les convoitises. Sa fourrure si dense, si douce et si chaude lui a valu un temps d'être chassée pour vêtir les rois et les reines. La loutre règne sur 40 km de rivière. Quand elle part en chasse, cette déesse aquatique sème la terreur. Tout le monde se cache. Quand on est poisson et qu'on aperçoit la loutre, c'est qu'il est déjà trop tard. Si vous en voyez une, n'essayez pas de la défier. En apnée, elle peut rester 8 minutes sous l'eau. Sur les monts de Lozère vit un insecte endémique aux Cévennes, l'abeille noire. Elle est sur notre planète depuis la préhistoire. Elle aurait pu disparaître, mais des hommes veillent sur elle et la protègent. Cette amoureuse des fleurs travaille de manière folle. Elle travaille même plus que nécessaire. C'est ce qui permet à l'homme de prendre un peu de ce miel que l'abeille fait avant tout pour elle-même. Yves Elie est un apiculteur d'un genre très particulier et son miel est réputé pour son parfum et son goût unique. Mais si cet homme sait tirer le meilleur de ses abeilles, c'est qu'il en connaît intimement la société et ses règles. Son savoir-faire est une véritable alchimie.
Pour loger ces abeilles, Yves leur confectionne des ruches-troncs, et ces ruches-là imitent leur habitat originel. Dans ces troncs de châtaigniers vivent des milliers d'ouvrières autour de leur reine. L'abeille noire a un mode de vision très sophistiqué qui rappelle la haute technologie. Attirée par les couleurs vives, elle cherche le nectar des meilleures fleurs. Mais lors du vol retour à la ruche, pour économiser son énergie, elle passe d'une perception en couleur au noir et blanc. Subtile modération de l'abeille. Quand l'éclaireuse a détecté une vaste source de nourriture, elle transmet les informations à la ruche. Par un ensemble de danses et de frétillements, elle indique l'orientation, la distance et même la quantité de pollen à récolter. C'est ainsi qu'elle recrute des butineuses. Pour préserver la santé de ses abeilles, Yves pratique chaque année une opération délicate. Il fabrique un nouvel essaim. Il provoque la vieille reine pour qu'elle monte dans le piège qui se trouve au-dessus. Dès qu'elle est montée, c'est gagné. Le départ de la vieille reine provoque rapidement l'apparition spontanée d'une nouvelle reine, très dynamique, très prolifique. Mais il veut aussi conserver et protéger l'espèce, éviter que l'abeille noire disparaisse en se mélangeant avec d'autres abeilles. Alors il transporte la vieille reine dans un endroit tenu secret, où ne vit aucune autre variété d'abeilles. Il ne prélèvera aucun miel et laissera ses essaims se reconstituer. Ainsi, l'abeille noire pourra se perpétuer. Une abeille vit à peine 30 jours. Tour à tour nettoyeuse, nourrice, bâtisseuse, domestique, gardienne. Ce n'est qu'au terme de toute cette série initiatique de travaux qu'elle sort et devient une cueilleuse de nectar. Un jour, elle tombe au sol, foudroyée de fatigue. Toute sa vie durant, elle a collecté de quoi faire environ 7 grammes de miel. Au sud des rivages de France, un morceau de notre pays s'est détaché de la côte il y a bien longtemps. Il est devenu une île aux 1000 beautés. De sa grande barrière montagneuse dégringolent d'extraordinaires vallées, ravins et canyons. On dit ici que le soleil a tellement fait l'amour avec la mer qu'ils ont enfanté la Corse. Nous sommes dans la réserve de Scandola. Dominées par les tours génoises de Galeria, les falaises plongent dans une Méditerranée douée d'une grâce originelle. Ce site est dédié à la préservation des richesses naturelles, terrestres et marines. Unique en son genre, Scandola est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Emblème de cette réserve, le balbuzard qui a failli disparaître la repeuple. Scandola terrestre est une merveille, mais c'est sous la mer que cette réserve cache ses plus beaux trésors. Pour protéger ce patrimoine exceptionnel, un homme y consacre sa vie depuis plus de 30 ans.
Il s'appelle Jean-Marie Dominici et il est le conservateur du site. Jean-Marie a rendez-vous avec une créature des profondeurs. À chaque fois qu'il plonge, comme s'il le savait, le carnassier remonte des abysses. Mais il ne prévient pas, il choisit son heure. Ici, les poissons ne craignent pas l'homme. Ils ne sont pas chassés et ne nous voient pas comme un danger. Cet herbier de Posidonie est un écosystème majeur de la Méditerranée. Une prairie sous-marine qui rend à la nature 20 litres d'oxygène par jour et par mètre carré. Scandola est un lieu de prédilection pour la ponte des poissons. Les œufs qui sont pondus ici se répandent avec les courants en dehors des limites de la réserve pour aller ensemencer tous les fonds marins environnants. Toutes ces espèces de poissons vont rayonner et assurer le peuplement de nos côtes. Il est là. Il l'attend. Le mérou est habitué à vivre en sécurité à 100 mètres de profondeur. Mais dans ces eaux protégées, il remonte en toute quiétude. Pourquoi vient-il systématiquement à sa rencontre? S'est-il habitué à cet homme à bulles? Qui es-tu? Que fais-tu? La vie amoureuse des mérous est l'une des plus surprenantes de la création. Le mérou est hermaphrodite. Tous les jeunes mérous naissent femelles, puis à l'âge de 10 ans, changent de sexe pour devenir mâles. Mâles et femelles se rejoignent au début de l'été pour se reproduire. Ils se séduisent en dansant et en changeant leur couleur. On assiste alors à l'étonnante parade nuptiale des mérous. Le mérou a failli disparaître des côtes méditerranéennes, mais il règne à nouveau grâce à des réserves comme Scandola. Le delta du Fango, une plage où l'eau douce vient se marier avec la mer. Dans cette biosphère s'épanouit une espèce présente sur la planète depuis la nuit des temps, la tortue cistude. C'est la saison des amours, et en matière de séduction, cette tortue a de drôles de manières. Avant de copuler, cet animal à sang-froid doit se recharger avec les rayons du soleil. Vite au solarium. Pas de temps à perdre avant que la foule ne prenne les meilleures places. Trop tard. Ce radeau de fortune fera bien office de transat. Non, décidément, c'est pas le bon jour. Difficile de trouver une place au soleil. Tiens, là-bas, une femelle isolée. La technique est simple, ne pas se faire voir pour prendre son amoureuse par surprise et bien maintenir sa tête sous l'eau pour l'empêcher de bouger et de respirer. Dans la colonie, personne ne semble s'en offusquer. La tortue cistude est bien cavalière, mais c'est ainsi qu'elle se reproduit. Dès que l'on s'éloigne des côtes, cette île montagneuse devient piquante et hostile. Un maquis de roncières denses et d'épineux aux pointes tranchantes. Pour survivre entre ces barbelés végétaux, il faut être forgé dans le bronze, avoir une peau incroyablement épaisse et être court sur pattes.
Le roi de ce domaine, c'est le sanglier. La plupart des sangliers vivent en groupe et ne se séparent jamais. Mais parmi eux, certains individus font preuve d'un comportement surprenant. C'est le cas de ce grand mâle. Il a couvert toutes les femelles et elles ont donné naissance à de nombreux marcassins. S'ennuie-t-il au milieu de sa harde? Est-il frustré par l'attitude des laits qui ne lui accordent maintenant plus aucune faveur? À moins qu'il ne soit animé d'un esprit de conquête irrépressible. Le mâle abandonne sa harde pour chercher l'aventure dans d'autres vallées. Doté du groin le plus prodigieux de la création, le sanglier peut lire sur le sol les odeurs laissées par d'autres animaux passés depuis plusieurs jours. Une herde de sangliers est venue ici il y a 3 jours. Une quinzaine d'individus, beaucoup de petits, des mamans. Mais là, il y a mieux. Une jeune laie non couverte. C'est exactement ce qu'il lui faut. Il a 3 jours de retard et en 3 jours, le groupe a pu parcourir de grandes distances. Mais son flair peut le guider sur des dizaines de kilomètres sans le tromper. La seule chose qui puisse lui faire perdre sa trace, c'est l'eau. La femelle a-t-elle franchi cette rivière? C'est là-bas. Il faut traverser. Malgré la faim qui le tenaille, le cuirassé poursuit sa course. Jour et nuit, il suit cette piste invisible et tenace qui le rapproche chaque heure un peu plus de sa promise. Voilà 2 jours qu'il chemine sans s'arrêter et il sent que la récompense est proche. Les voilà, la harde et la jeune femelle. C'est bien elle. Comme s'ils s'étaient compris avec une pudeur propre à leur espèce, les 2 animaux se concertent pour trouver un endroit à l'abri des regards. Et maintenant, un bon bain. S'enduire le corps d'une couche épaisse de boue afin d'éliminer ces tiques qui vous piquent et vous démangent. Mais l'aventure qu'il vient de vivre lui a ouvert à nouveau l'appétit. Le grand mâle est déjà prêt à repartir pour de nouvelles conquêtes. Les pulsions sexuelles de ces grands mâles solitaires ont une utilité génétique majeure pour les différentes populations de sangliers. Grâce à ces individus aventureux, les hardes de sangliers ne sont pas dégénérées par la consanguinité. Les douceurs de l'azur et la fantastique position méditerranéenne de la Corse ont attiré de nombreuses populations à travers les âges. Certains ont établi leur domaine dans les montagnes. Dans le canton de Venaco, à quelques kilomètres de Vivario, il est des hommes qui perpétuent encore les traditions et les gestes de leurs ancêtres. Et d'autres animaux que les sangliers traversent de grandes distances dans les montagnes corses. À la fin du printemps, quand la chaleur revient, les chèvres et les brebis se dirigent naturellement vers les sommets. Le troupeau n'a besoin de personne, ni même des chiens, qui ne font que l'accompagner pour aller vers la fraîcheur des montagnes. Paul Luciani est leur berger. Depuis 30 ans, il les suit. Et quand elles ont décidé de partir,
il doit se mettre en route. Il quitte le village pour aller passer 5 mois à plus de 1800 mètres d'altitude. Être berger, c'est n'avoir qu'une vie, son troupeau. En une journée d'ascension, les bêtes trouvent par elles-mêmes les pâtures où elles vont passer la saison chaude. L'été peut venir maintenant. Ils ne bougeront plus d'ici. Un instinct indompté coule dans les veines de ces animaux. Des brebis sont autrefois parties dans les montagnes et sont redevenues ce qu'elles étaient avant d'être domestiquées par l'homme, des mouflons. Dans la vallée voisine, le sanglier a finalement trouvé une harde avec laquelle il pourra passer du bon temps sans avoir à courir les montagnes. À quelques centaines de kilomètres de là, notre ours cherche une tanière pour l'hiver. Il rassemble quelques branches et se fabrique un nid douillet à l'abri des épicéas. Les cerfs se sont retrouvés. Nos deux rivaux ont oublié leur querelle. Une nouvelle année d'amitié peut commencer. Les vautours cherchent toujours un butin dont ils pourraient se délecter sans partage. La chauve-souris apprend maintenant la chasse à son petit. Nos deux louveteaux sont devenus adolescents et ils suivent leur meute sans avoir peur des éclairs. La libellule a trouvé un partenaire. Elle pourra donner naissance à une nouvelle génération de libellules. Les marmottes profitent des derniers jours de soleil avant leur grande hibernation. Monsieur et Madame Blaireau ne se sont pas bien entendus et ils se sont séparés d'un commun accord. Notre famille au grand complet a réussi à traverser la France du nord au sud. Il lui reste à franchir les hautes montagnes, à se hisser à 5000 mètres pour passer les glaciers, une dernière épreuve qui demande toute leur force. Les difficultés du voyage ont changé l'attitude de la jeune rebelle, et ses parents lui laissent parfois prendre la tête de l'escadrille. Avec un courage inouï, ces oiseaux affrontent les éléments depuis des millénaires afin de survivre et de nourrir notre imaginaire. Nos oies passeront l'hiver dans les terres du Sud et elles reviendront au printemps, dans le plus beau pays du monde. Je pense que pour comprendre la nature, il faut avoir de l'empathie, c'est-à-dire respecter ce qui est autour de soi et puis être humble. Je pense que la rivière, elle n'a pas forcément un cœur qui bat dans le sens où on l'entend en tant qu'humain. Mais je pense qu'elle a des forces qu'il faut qu'on respecte. Mais je pense que les brebis et les chèvres, elles apprennent beaucoup à l'humain si tu les regardes bien, comment elles vivent. Je crois que c'est la magie de cet univers qui crée un enchantement et pour moi qui donne du sens à la vie profondément. Et puis l'homme, s'il réfléchissait un petit peu, lui c'est pareil, il devrait se contenter d'être. C'est des moments magiques. Donc il y a beaucoup de contraintes, mais il y a des moments magiques. Magiques, et j'ai tout dans ma tête et c'est les plus beaux films que je puisse avoir. On communique spirituellement par la pensée et en silence. C'est ça le monde du silence. Et le silence est plus fort que la parole et que le bruit. C'est cette communication par le silence qui est très forte et plus forte que tous les bruits, toutes les paroles. Peut-être que la marche à suivre avec les abeilles, c'est d'arrêter de penser et tout simplement de les sentir. De voir quelles sont les passerelles de collaboration qu'on peut trouver entre
la société des abeilles et notre société humaine. Mon rêve de marée, c'est un rêve de partage des sols, un partage des terres, de partage du fruit, de ce que cette belle terre peut nous donner. Pour moi, le parfum des oiseaux, c'est quelque chose de très important. En fin de compte, c'est un petit peu comme si je faisais l'amour avec eux. J'ai besoin de les tenir, j'ai besoin de les toucher, j'ai besoin de les sentir, j'ai besoin de les voir, j'ai besoin de les entendre. J'ai besoin de faire l'amour avec la nature.